Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, ils regrettent la méconnaissance de cette pathologie avant leur engagement dans le mariage. 2 parents meurtris par la souffrance de leur progéniture atteints de la drépanocytose. Vous entendrez leur témoignage. Stop au conflit entre agriculteurs et éleveurs au Bénin. L'injonction est donnée par le gouvernement. Il a validé la naissance du Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs. Quelle est sa mission et quelle solution apporte-t-elle au problème? William Choki nous édifiera. Et puis Komlan Fagbemon est le nouveau maire de la commune de Bantay. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le préfet. Nous irons dans les collines. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. La drépanocytose, une maladie génétique qui fait donc des ravages en Afrique comme ailleurs. Le Bénin commémore cette édition autour du thème drépanocytose et nutrition pour éviter le pire. Aux jeunes en âge de procréer, le ministre de la Santé les invite à se faire dépister. Stanislas Limpon et François Zinsou nous proposent un extrait de son message. Chaque année, environ 300 000 bébés naissent avec la drépanocytose dans le monde et plus de 83% de ces naissances surviennent en Afrique. Au Bénin, on estime à plus de 4% la proportion des personnes atteintes de la drépanocytose. En 2019, environ 5,1% des enfants de moins de 5 ans admis aux urgences pédiatriques du CNHU-HKM de Cotonou sont porteurs de cette affection. Les décès dus aux complications de la drépanocytose sont enregistrés essentiellement chez les enfants de moins de 5 ans, les adolescents et les femmes enceintes. Les stratégies et les interventions visant à réduire la morbidité et la mortalité dues à cette maladie doivent être axées sur la prise en charge appropriée de ces groupes vulnérables. Il est donc important d'accorder une place de choix au diagnostic précoce et au dépistage volontaire des populations. C'est pourquoi je saisis l'opportunité de cette journée pour convier les jeunes en âge de procréer à se faire dépister pour un choix éclairé de partenaires de vie afin d'éviter que la drépanocytose ne soit transmise en héritage aux générations futures. Aussi, voudrais-je rassurer les parents des enfants atteints de cette maladie que la drépanocytose n'est plus une fatalité. Le gouvernement du président Patrice Talon, à travers le centre de prise en charge médicale intégré du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de drépanocytose, offre des soins spécialisés de qualité pour la prise en charge efficiente, aussi bien des nourrissons pour le développement harmonieux que des femmes enceintes pour une grossesse et une maternité sans risque. Et aujourd'hui, 19 juin, journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. La communauté internationale l'a décrétée en 2006 pour faire connaître le mal. Hier vendredi, le Centre national de prise en charge intégrée de nourrissons et de la femme enceinte atteinte de la drépanocytose a sonné la mobilisation de tous pour venir à bout de cette maladie génétique. À leur marche de sensibilisation à Cotonou, Stanislas Limpon et François Zinsou y étaient également. Regardez. À Montrouy, mais Électroforez d'abord. Le Centre national de prise en charge intégré du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de la drépanocytose porte l'information aux usagers de la route. Une campagne de sensibilisation pour dire halte à cette maladie génétique considérée comme un problème de santé publique au Bénin. La maladie sévit énormément chez nous. Nous sommes actuellement submergés par les enfants atteints de la drépanocytose au centre de prise en charge. Donc c'est une maladie qui nécessite qu'on en parle. À l'intention de chaque cible, le centre spécialisé dans la prise en charge du mal budgétivore plaide pour une alimentation saine et équilibrée des enfants drépanocytaires. Nous avons constaté que la plupart, avant d'intégrer le ménage ou bien avant d'aller au mariage, ignorent leur électrophorèse. Donc, nous sommes là pour les sensibiliser suffisamment sur le dépistage avant d'aller au mariage. L'avantage, c'est d'avoir des enfants sains, des enfants portants qui n'auront pas la drépanocytose.
Durant toute une semaine, le Centre national de prise en charge intégré du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de la drépanocytose s'engage à prévenir cette maladie à travers diverses activités. Et puis, je vous l'annonçais en titre, ils se sont engagés dans le lien de mariage sans connaître leur statut d'électrophorèse. Ce sont ces parents qui éprouvent aujourd'hui le sentiment de regret pour avoir mis au monde des enfants atteints des formes graves de la drépanocytose. Nous avons donc échangé avec ces parents. Suivez la moisson de nos échanges. J'ai fait l'erreur. Des regrets. En me mariant à ma femme, je savais que je suis AS. Mon épouse aussi était AS. Nourri par ce parent pour sa mauvaise compréhension de la drépanocytose. Mais j'ai une mauvaise compréhension de la chose. Cet autre parent de même. Lorsque mon mari et moi nous sommes mis ensemble, nous ne savions pas que nous étions porteurs de traits. Il était AS, je l'étais aussi, mais on n'avait pas fait les tests, nous ne le savions pas. Elle s'est engagée dans le mariage, ignorant qu'elle partageait la même forme d'électrophorèse que son époux, la AS. Je précise tout de suite que si on l'avait su, certainement qu'on ne se serait pas marié. Mais aujourd'hui, elle regrette les conséquences de cette union. Et pour cause, des 4 enfants issus de ce mariage, un décède à l'âge de 7 ans et 2 sont porteurs de la forme SS. C'est une pression financière, morale, et vraiment, ce n'est pas facile à gérer pour le couple. Donc pour moi, c'est quand je ferai 4 enfants que j'aurai un enfant drépanocytaire SS, alors que c'est faux. Erreur. De ces 4 enfants, lui aussi, 2 sont porteurs de la forme SS. Plus possible de rattraper ces erreurs. Mais pour ce parent, au regard de cette malheureuse expérience, le test d'électrophorèse est la condition sine qua non avant tout projet de mariage. Lorsque on doit faire des enfants SS, vraiment, c'est même souhaité de se séparer. Hypothéquer l'amour pour éviter d'être sous le joug de la drépanocytose et surtout épargner sa progéniture. Et on part pour le septentrion. Autre actualité, dans ce 20h, les filles et fils de la commune de Tchaouro fument le calumet de la paix. Ce samedi 19 juin 2021, ils ont organisé dans la Maison des Jeunes un forum de réconciliation auquel ont pris part les responsables, les personnalités politico-administratives communales, les têtes couronnées et autres faiseurs d'opinion. Ensemble, restaurons l'image de paix, de tolérance et d'hospitalité légendaire de Tchaouro. C'est le thème de cette rencontre. Suivez le compte-rendu. Salle comble à la Maison des Jeunes de Tchaouro. 6 notables, têtes couronnées, jeunes et personnalités politiques se retrouvent dans une même salle. C'est que l'enjeu est de taille. Sur les murs, les banderoles renseignent sur le motif du rassemblement. C'est le forum sur la réconciliation et la cohésion sociale organisé par les forces vives de Tchaouro. La tenue du présent forum vient apporter un début d'apaisement aux différentes interrogations. En effet, cette rencontre est une opportunité donnée aux fils et aux filles de Tchaouro de se regarder dans le miroir de la République, de réfléchir sur les nombreuses interrogations et de commencer à se montrer les travers qu'il faut éviter dorénavant. C'est pourquoi je voulais espérer que cette rencontre ne soit pas une opération de branding et de communication, mais donne franchement l'occasion de nous accorder sur l'indispensable sursaut républicain afin de tourner la sombre page qui nous a si négativement stigmatisés en vue de relancer notre espérance d'un Tchaouro réconcilié et porté vers le développement. Un exemple m'a toujours séduit. C'est celui qu'on avait enregistré entre le général Mathieu Kérékou, paix à son âme, et le président Émile Derlin Zinsou. Pour nous, quand même, qui avons un certain âge, on les a vus se combattre. Mais le miracle s'est produit. Mathieu Kérékou a nommé Émile Derlin Zinsou comme son conseiller spécial.
et aux gens de crier, mais comment ça? Ils se combattaient. Et quelqu'un a répondu de façon amusante. Il dit, quand on se battait, vous n'avez rien dit, non? Maintenant qu'on s'est réconcilié, quel est votre problème? Ce qui grandit, ce n'est pas de s'enfoncer, tête baissée. Ce qui grandit, c'est de reculer pour sauvegarder l'essentiel. C'est à ça que je voudrais vous inviter. C'est pour ça que nous sommes là. Si nous ne faisons pas ça, les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets. Qu'est-ce qu'on y gagne? Objectif du forum, restaurer l'image de paix, de tolérance et d'hospitalité de Tchaourou. Une succession d'interventions qui s'articulent autour d'un seul mot, la paix. Mon émotion est grande et ma gorge très serrée. Je retiens mes larmes, car un sage ne pleure pas en public. Que faire pour que Tchaourou ne continue pas à s'isoler davantage à l'occasion des élections, à exposer nos braves chasseurs à des situations conflictuelles et suicidaires? J'ai donc lancé l'idée d'une concertation dans la commune de Tchaourou. C'est cette idée qui a fait son chemin pour accoucher d'un forum. Vous convenez donc avec moi, mesdames et messieurs, que l'initiative du présent forum placé sous le thème réconciliation et cohésion sociale vient à point nommé. Il permettra non seulement de tourner définitivement ces pages sombres de l'histoire de la commune, mais également de renforcer l'unité de ses filles et fils et d'impulser une nouvelle dynamique pour son développement. En ces moments de changement de paradigme qui annoncent de belles perspectives pour les Béninoises et les Béninois, il y a nécessité que Tchaourou s'arrime au train du développement de notre pays dont l'heure a enfin sonné, au risque d'être absent au rendez-vous de l'histoire. Au cœur de ces assises, deux thématiques, démocratie, violences électorales, puis réconciliation et développement socio-économique. Ce forum se veut une rencontre de vérité, un tremplin pour pacifier cette localité, théâtre de violences électorales. On quitte le Borgo pour les collines. Komlan Fagbemon est le nouveau maire de la commune de Bantay. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le préfet du département des collines, Salio Boudou, en présence des conseillers, des têtes couronnées et des populations. Le reportage de cette cérémonie. Regardez. Hôtel de ville de Bantay, Komlan Fagbemon prend les rênes de cette commune et lève un coin de voile sur les défis à relever. Le défi de la cohésion sociale, le défi de la sécurité au niveau de la commune et bien entendu les défis du développement. Ce n'est qu'ensemble, avec toutes les forces politiques qui composent le conseil communal, en lien avec les autorités gouvernementales, que nous puissions donc réussir cette mission. Je vous souhaite plein succès et je souhaite que vraiment, en votre temps, que les 3 défis que vous aviez énumérés se réalisent, parce que cela va de l'avantage de tout le monde. Je voudrais vous rappeler que vous êtes le maire, vous avez 2 fonctions distinctes, la fonction politique et la fonction administrative. Ne mélangez pas les deux. Bantay a été le théâtre de violentes manifestations pendant la période électorale, à l'origine des chasseurs. Les réseaux de chasseurs, il y a encore les poches de résistance. Il y a les poches de résistance, ne nous voilons pas la face. Il vous revient de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour aller les rencontrer, discuter, avec notre concours bien sûr, et toute la police. Nous allons vous aider à y arriver, puisque c'est un défi commun. Nous sommes prêts à accompagner le nouveau maire, parce que, après tout, c'est le développement de la commune qui est en jeu, c'est la cohésion sociale qui est en jeu, et nous avons intérêt à y participer. C'est le lieu de remercier le chef de l'État, M. Patrice Talon, qui a fait confiance. Malgré le désordre que nous avons commis, on doit regarder tous le développement. C'est un défi qui nous a été lancé pour le département des collines et en particulier pour Bantay. Nous rassurons, avec les têtes couronnées qui ont parlé tout à l'heure, avec le préfet et le maire qui vient d'être installé, nous promettons qu'il n'y aura plus rien. La paix reviendra à Bantay. Komlan Fagbemon est désigné maire par le parti FCBE. Il succède à Edmond Laorou Babalekan, révoqué en Conseil des ministres en sa session du mercredi 2 juin 2021.
Pacification, la sécurité des personnes et des biens et la restauration de l'autorité de l'État, ce sont entre autres les défis qu'entend relever le nouveau préfet du département des Collines. Salio Boudou l'a dit à notre reporter Enoch Hunkwati. Cette population à laquelle j'appartiens, qui a manifesté son mécontentement à un moment donné, en réalité n'était pas contre le chef de l'État. Ça pourrait paraître paradoxal, mais ne se retrouvait pas proche du chef de l'État. Voilà qu'un des leurs est désormais proche du chef de l'État, le représente au niveau de tout le département. Je crois que c'est un élément fort que les uns et les autres doivent pouvoir saisir pour que effectivement le département soit pacifié. Les défis qui nous attendent au niveau du département, comme partout ailleurs, ce sont les défis sécuritaires. La question de la transhumance donc, et je pense qu'avec les uns et les autres, nous allons y arriver. Je ne vais pas oublier les têtes couronnées, les chefs traditionnels. C'est une occasion pour moi de leur dire toute ma disponibilité à travailler. Le poste de préfet que j'occupe aujourd'hui, je suis le représentant du chef de l'État. Je suis le représentant du gouvernement, je suis le représentant des ministres pris individuellement. Alors, je suis appelé à assumer une fonction hautement républicaine. Je suis le préfet de toute la population, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur catégorie et quelle que soit leur coloration politique. Je suis là pour garantir l'intérêt général, assurer la tranquillité à tout le monde. Il n'y aura pas de favoritisme, il y aura simplement à restaurer l'autorité de l'État parce que, qu'on le veuille ou non, il n'y a aucun pays où l'État faiblit. L'État ne faiblira pas. L'État reste l'État. Ce que je souhaite, c'est que les uns et les autres ramènent la balle à terre, qu'ils acceptent mon ouverture d'esprit, qu'ils acceptent la main que je leur tends à dialoguer de façon sincère afin que les solutions les plus appropriées soient trouvées pour qu'on dise enfin, le département des Collines a retrouvé la quiétude. Et puis voyons cette institution qui est née pour conjuguer au passé les conflits cinglants entre agriculteurs et éleveurs. Il s'agit du Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs. Quelle est sa mission et quelles solutions apporte-t-il aux problèmes? Élément de réponse avec William Tchoki et Alessis Segwemon. Cela leur tient aussi à cœur, comme l'exprime ici ce peuple nomade. Éviter les affrontements à tout prix, mais au cours du périple, le mal est vite arrivé. Des conflits incessants entre éleveurs et agriculteurs, des centaines d'hectares de cultures dévastés, de nombreuses pertes en vie humaine, un lourd tribut que le Bénin veut enfin arrêter. L'élevage des ruminants dans notre pays est, jusqu'ici, basé sur l'exploitation du parcours naturel. De ce fait, il est peu productif et occasionne des dégâts sur les cultures autant qu'il est source de conflits divers entre agriculteurs et éleveurs. C'est pour y mettre fin et accélérer la modernisation de l'élevage que le Conseil a approuvé la mise en place de ce haut commissariat placé sous l'autorité directe du président de la République. En plus du PROCER, le projet de sédentarisation des ruminants, avec un site pilote à Gogounou, le gouvernement met en place le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs. Sa mission sera notamment de contribuer à la modernisation des systèmes d'élevage, la définition et la mise en œuvre de la politique de sédentarisation des éleveurs en vue de leur épanouissement socio-économique et culturel dans un environnement sécurisé et apaisé. L'institution rend efficace l'intervention de l'État dans le secteur élevage. Elle prône aussi la cohabitation harmonieuse entre éleveurs et agriculteurs. Autre information, dans ce 20h, au détour d'une conférence de presse, l'Union nationale de la jeunesse béninoise a exposé son projet « J'aime le Bénin ». C'est une initiative pour accompagner le mandat hautement social annoncé par le président Patrice Talon. Il s'agit d'un projet à caractère social qui vise à faire participer tous les citoyens au développement du pays et à professionnaliser le secteur des conducteurs de taxi-moto. En voici
la substance présentée par Prince Monssavi, président de l'Union. Il est au micro de Lenaï Kagwaza. Pour l'Union nationale de la jeunesse béninoise, UNAGEM, la réussite de ce mandat hautement social décrété par le président Patrice Talon dépend de l'implication citoyenne de chaque Béninois. En tant qu'association de jeunesse, nous voulons jouer notre partition. Le projet J'aime le Bénin ambitionne entre autres, à travers son premier volet, de faire professionnaliser le secteur des conducteurs de taxi-moto, de sorte que ces travailleurs jouissent des avantages ci-après. L'ACER a des soins gratuits en cas d'accident et le choix entre une pension de retraite et un logement social dans une cité. Et cela grâce à l'accompagnement du gouvernement. Pour y parvenir, il revient à chaque CTM de payer une subscription de 300 francs par jour, dont 215 francs au profit de leur retraite et 85 francs pour la continuité des projets d'asphaltage, puisqu'ils sont les premiers bénéficiaires. Le deuxième volet du projet vise l'instauration d'un droit de permis de conduire qui autorise les propriétaires d'engins à 2 ou 3 roues de circuler sur l'étendue du territoire national. Ce droit de permis de conduire sera à un coût forfaitaire. Vu l'intérêt du projet, l'UNAGEM souhaite sa réalisation d'ici le mois d'octobre 2021. De ce fait, elle l'a déjà introduit à l'Assemblée nationale. Voyons à présent ce dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires qui est en concertation. Les membres se penchent sur la situation actuelle nutritionnelle de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Ils appellent les gouvernants à plus de vigilance précieuse à Kouéronou et on sait ça, ça va. Hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché. Le dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires affiche son inquiétude. Cette réunion anticipe le pire. Les conditions d'accès aux aliments sont préoccupantes dans la région Sahel et Afrique de l'Ouest du fait d'un faible approvisionnement des marchés, une flambée des prix des denrées alimentaires, le tout sur fond de faible pouvoir d'achat des ménages. Notre région fait face pour la deuxième année consécutive à une crise alimentaire et nutritionnelle sérieuse qui toucherait plus de 27 millions de personnes si des mesures appropriées d'assistance alimentaire et nutritionnelle ne sont pas prises à temps. Dans ce cadre, le réseau de prévention des crises alimentaires RPCA a fortement recommandé en sa session d'avril 2021 aux OIG, aux États et aux partenaires techniques et financiers de se mobiliser pour mettre en œuvre des réponses appropriées face à cette crise alimentaire et nutritionnelle majeure à l'entrée de la période de soudure. Au Bénin, le gouvernement annonce de nouvelles mesures pour soutenir les producteurs agricoles et les populations. Pendant ce temps, le réseau de prévention des crises alimentaires poursuit la veille. Et puis la Fédération nationale des associations des opérateurs économiques de la filière bois s'engage dans la réduction des effets de la déforestation. Elle a mobilisé ses membres pour mettre en terre près de 7000 plants dans la commune de Zé. Stanislas Lépon et Daniel Ada. Les opérateurs économiques de la filière bois apportent leur contribution dans la lutte contre le réchauffement climatique. Sur cet espace dégarni, ils mettent en terre 6500 plants, tout un écosystème à revitaliser. Beaucoup de travaux scientifiques ont montré que des écarts se creusent entre l'offre et la demande. La forêt est sollicitée énormément, ce qui fait que ça ne fait qu'augmenter le réchauffement climatique. Et pour donner une réponse à ça, la meilleure réponse à ce changement climatique, c'est le reboisement. C'est pour contribuer à lutter contre la désertification et la sécheresse. Concernant le suivi de ces jeunes plants, l'Association des opérateurs économiques de la filière bois rassure de la stratégie définie. Je vais veiller à l'entretien de ces plants, à se planter un arbre. Ce que ça veut dire, c'est grand.
Je les remercie beaucoup. Si chaque année, on peut toutefois choisir la commune de Zay et choisir un arrondissement pour le reboisement, ça me fera beaucoup plaisir et fera plaisir à la population de Zay. Ce reboisement intervient au lendemain de la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée chaque 17 juin. Cette édition met l'accent sur la transformation des terres dégradées en terres saines. Un peu d'histoire. Les anciens s'en souviennent très bien, les plus jeunes n'en savent rien, peut-être. Il s'agit de ce fameux service civique, patriotique, idéologique et militaire sous la Révolution auquel étaient astreints les nouveaux bacheliers. Les membres de la 3e promotion de ce programme ont publié un ouvrage qui a, oui, à l'appel de la patrie, une œuvre collective qui retrace l'agression du 16 janvier 1977 à laquelle ils ont pris une part active dans la riposte. Ils partagent leur récit à travers un ouvrage porté à la connaissance de l'électorat. Eman Rodrigue-Amégan et Brice Thibozo nous renseignent davantage. Regardez. Un groupe de mercenaires à la solde de l'impérialisme international aux abois a déclenché depuis ce matin à l'aube une agression armée contre le peuple béninois héroïque et sa révolution. Nul doute que nous vaincrons. Vaincre ou périr, à l'épreuve de la souveraineté, le Bénin révolutionnaire déjoue une attaque de mercenaires. Nous étions le 16 janvier 1977 et l'armée et les civils portent le Bénin à bout de bras. En début d'après-midi, on apprenait que les mercenaires étaient en déroute. Parmi les combattants, les membres de la 3e promotion du service civique, patriotique, idéologique et militaire. Ces apprentis soldats de Ouida à l'époque se sont eux aussi mis vent debout contre l'agresseur au prix du sang. Ce jour-là, nous avons vraiment dit oui à l'appel de notre patrie pour la défendre et pour la servir. Une scénographie du patriotisme pour une promotion baptisée Victoire, en référence à ce triomphe sur l'ennemi. Et cet ouvrage collectif tient lieu de mémoire. Mémoire du 16 janvier 1977, mais surtout mémoire d'une génération. Se réveiller tous les jours à 4 heures du matin, les exercices sur le parcours du combattant, le bruit et les secousses des tirs à la mitrailleuse ou au mortier. L'ouvrage se veut à la fois informatif et didactique pour un dialogue intergénérationnel à un moment où, disent-ils, le civisme semble déserter les habitudes. Soldat un jour, soldat pour toujours. Numéro matricule 7210. Un numéro matricule à jamais dans les têtes, une rectitude militaire toujours présente. Et si aujourd'hui certains manquent à l'appel, les autres poursuivent le séjour. Hier, jeunes de la Révolution, aujourd'hui, patriarche. Et ces informations hors du Bénin, hors de nos frontières, au Gabon, les chefs d'État, au Ghana, les chefs d'État de la CEDEAO tiennent leur 59e session ordinaire. Pendant ce temps, les Japonais appellent à l'annulation des Jeux olympiques de Tokyo. Regardez. Unique. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, y participe. En Éthiopie, une école accueille plus de 2000 déplacés dans la région de Tigré. L'école a été convertie en camp de déplacés pour recevoir ces personnes, la plupart d'elles originaires de Oumoura, une ville frontalière avec l'Érythrée et le Soudan. L'Éthiopie vote lundi lors des élections législatives très attendues, alors que le pays, le deuxième plus peuplé d'Afrique, est secoué par les violences dans cette région en proie à la guerre et à la famine. En Palestine, le Hamas salue la victoire de l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi à la présidentielle iranienne. Les résultats quasi définitifs ont été publiés ce samedi, au lendemain du scrutin. À Tokyo, des Japonais appellent à l'annulation des Jeux olympiques de Tokyo à un peu plus d'un mois de sa cérémonie d'ouverture. Les manifestants restent sceptiques quant à la sécurité du plus grand événement depuis le début de la pandémie.
14 mai dernier, une association japonaise de 6000 médecins avait formulé la même demande, craignant une aggravation de la situation sanitaire déjà précaire dans le pays. Les centres hospitaliers traitant les cas de Covid-19 sont débordés et n'ont presque plus de capacité d'accueil, précise l'association dans sa lettre du 14 mai. Et ce journal se referme. Rachidatou Biomama sera au rendez-vous à 23h30. Bonne suite des programmes sur le RTB. Passe sans vous.